Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aimez-vous les cocktails? Vous savez, ce mélange savoureux composé de plusieurs ingrédients. L'artiste que nous recevons aujourd'hui en est l'exemple flagrant, car elle est une vraie fusion de plusieurs ethnies. Elle est amérindienne, européenne, africaine. Mais ce n'est pas tout. Ce soir, elle va nous amener dans un autre mélange. Sa passion pour l'art à travers différentes disciplines à saveur tropicale. Merci à tous ceux et celles qui ont mis un pouce levé, qui ont partagé le lien et qui se sont abonnés. À tout à l'heure. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi c'est Berman Fleury. Donc ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Il faut me dire que proverbes nous choisissons à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans et son sélection de proverbes. Donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Sibylle Denis Touat. Bonsoir Sibylle Denis Touat. Ça va? Ça va, très bien. Et toi? Très bien, je te remercie. Avant de commencer notre émission, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. Ok. Jou fait tomber dans de l'eau, c'est pas joie les pourris. Jou fait tomber dans de l'eau, c'est pas joie les pourris. Sibylle, tu as entendu le proverbe? Jou feuille tomber dans de l'eau, c'est pas joie li pourri. Jou feuille tomber dans de l'eau, c'est pas joie li pourri. Nous reviendrons au proverbe à la fin de l'émission. Nous remercions Berman Fleury. Sibylle Denis Touat. Ton nom, je suis sûr, rappelle quelque chose aux internautes. Moi, j'ai Raoul Denis, mélomane, Raoul Denis Junior, pianiste-compositeur, Maxence Denis, vidéo-artiste multimédia, Pascal Denis de Moquette, diplômée en éducation musicale, compositrice, et la grande pianiste internationale Micheline Lodin-Denis. Dis aux internautes quel est ton lien de parenté avec ces artistes. Waouh! Bon, ben c'est ma famille immédiate. Donc Raoul Denis, c'est mon papa. Raoul Denis qui a été qui a mis sur pied la boîte à musique, Raoul Denis. Donc c'est le créateur de ce business de musique et d'instruments de musique. Micheline Lodin-Denis, évidemment, c'est ma maman, pianiste. Et puis après, mes frères et sœurs, donc il y a Raoul qui vient juste après moi, parce que moi je suis l'aînée de la fratrie de 4. Donc il y a Tira qui est aussi violoncelliste, musicien, keyboardiste, compositeur, voilà, qui a beaucoup de cordes à son violoncelle.
pour reprendre son instrument. Et puis, il y a Pascal, donc, qui est éducatrice en musique, voilà, qui a eu des écoles de musique, etc. Donc, qui est diplômée en éducation musicale, qui a aussi, avec maman, Tira et moi, créé une méthode d'enseignement pour les enfants, d'enseignement musical pour les enfants, une méthode très ludique et attrayante, avec beaucoup d'arrangements, donc qui ont été faits par ma maman et par Tira, et qui inclut un beau cheptel, un beau patrimoine de notre répertoire de musique haïtienne enfantine. Donc, c'est très intéressant. Justement, j'allais te poser la Et- question, Mhm. est-ce que vous aviez eu un projet en commun? Oh, plusieurs, puisque nous avons. Je termine avec Maxence, qui est le dernier donc de la fratrie et qui est l'un des plus célèbres aussi de la famille, si j'ose dire, parce que il a vraiment un CV impressionnant. Et c'est un vidéo artiste donc qui fait carrière dans le monde entier. Voilà, une belle célébrité aussi. Tu Et dis les qu'il projets est... en commun, oui, c'est ce que tu me disais. Pour les projets en commun, on en a eu beaucoup, plusieurs même, puisque nous avons fondé ensemble la Fondation Culturama Haïti depuis 2010 et nous avons fait énormément de projets ensemble, de projets avec donc la Fondation familiale. Et voilà, donc nous sommes tous euh, soudés pour pouvoir mettre à exécution ces projets. Et depuis 2010, nous avons donc fait pas mal de réalisations, comme par exemple, nous avons célébré les 60 ans de la carrière pianistique de ma maman, donc avec un important, la publication du livre que j'ai écrit sur elle d'ailleurs, Michel Audin-Denis, Musique, vie et passion. Donc c'est un très beau livre que je peux montrer d'ailleurs ici si tu veux. Je me Hein, c'est rappelle ce celui-là. livre. Mhm. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est la production artistique, en fait, que nous avons fait avec la Fondation Culturama, donc, qui consiste en ce livre, en une série de DVD et de tous ces concerts, une compilation de ces meilleurs moments pianistiques, si j'ose dire. Maxence qui a fait un film aussi sur ma maman, qui est très beau, qui s'appelle Musique Mère et une série d'activités donc autour de ces 60 ans de carrière et où nous avons célébré avec un très beau concert au Caribé, qui avait eu lieu au Caribé avec beaucoup d'artistes invités, des jeunes, des moins jeunes, et c'était vraiment très, très émouvant. Et, et après, nous sommes partis à Cuba pour continuer sur cette même lancée des 60 ans de carrière de ma maman. Et là, ça a été vraiment l'apogée parce qu'elle a pu jouer avec l'orchestre symphonique national de Cuba. Donc ça a été extraordinaire au Théâtre national de la Havane. Et ça a été un moment absolument extraordinaire et très émouvant. Malgré Bon, le entre autres, hein, parce plaisir, qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup oui, d'autres projets que nous avons fait ensemble. Ça, oui, c'était le plus important. malgré le plaisir que nous avons d'entendre parler de la famille, nous allons parler de toi spécifiquement aujourd'hui parce que tu as tellement de cordes à ton arc que je pense que il faudrait faire au moins 3 émissions pour te recevoir. Bon, Abordons la musique, si tu le veux bien. oui, oui. Tu joues de quel instrument? Moi, je joue du piano, du violon. J'en ai joué longtemps avec l'orchestre musical, mais surtout le violon. Ah, surtout le piano, pardon. Et disons que je n'ai pas vraiment continué dans une carrière pianistique, loin de là, parce que on sait ce que c'est que d'être pianiste de carrière, hein, puisqu'on en a une à la maison et c'est 8 heures de travail par jour hein, pour être vraiment une pianiste professionnelle de carrière.
Et c'était pas du tout le but de poursuivre une carrière comme celle de ma mère. Et ils ne nous ont jamais encouragés, hein, ni mon père ni ma mère. Ils nous ont laissé le libre choix. Et bon, comme nous sommes nés dans la musique, on avait toujours ça en nous, c'est sûr. Mais disons que ce qui m'a le plus passionnée, en fait, c'était l'éducation musicale. Transmettre la musique aux enfants, aux jeunes, aux adultes. Et voilà, donc je me suis consacrée dans cette partie-là, surtout à l'éducation musicale, plus qu'à une carrière en tant que professionnelle voilà, du piano ou des instruments électroniques, parce que j'en ai beaucoup joué. J'en joue encore, bien sûr. Et j'aime beaucoup la composition aussi, donc je compose, je fais des arrangements, surtout pour les petits, pour les enfants, pour mes élèves. Donc voilà. Au point de Mais vue musique, c'est surtout ça. Ce sont mes cours, des cours de musique. Voilà. donc, tu as quelle tranche d'âge? Bon, disons que j'ai eu plusieurs écoles, hein. Malheureusement, avec la situation d'Haïti, ça n'a pas été toujours facile, mais je commence à partir de 4 ans jusqu'aux adultes. J'ai eu des classes d'adultes aussi, où même les parents venaient au cours, et même des professeurs qui voulaient parfaire, surtout des professeurs en maternelle qui voulaient accompagner les enfants, par exemple, qui chantaient tout ça. Donc, ils voulaient avoir quelques notions de musique pour pouvoir accompagner leurs élèves. Donc, voilà. Donc, c'était ouvert à tous, vraiment à tous. Cette méthode est extraordinaire, très ludique, attrayante et accessible surtout à tout le monde. Voilà. Donc, quand tu dis cette méthode, c'est la méthode sur laquelle la famille a travaillé? Voilà, exactement. Et nous sommes basés sur d'autres méthodes d'enseignement parce que nous ne sommes pas des précurseurs, hein. Évidemment, il faut une grande expérience et avec ma maman qui a étudié au conservatoire, aux écoles de musique, les écoles de perfectionnement pianistique, etc. Et Pascal en éducation musicale et nous avec aussi notre background musical, eh bien, ça fait un beau petit cocktail, surtout un cocktail, comme tu dis, tropical, parce qu'il fallait l'adapter à notre pays, à Haïti. Donc, les arrangements sont superbement bien faits. Et ma maman a beaucoup travaillé à cette méthode aussi. Elle a fait beaucoup d'arrangements en français et en créole. Très important. Donc, tout cela, c'est un matériel didactique qui a été enregistré, qui a été aussi imprimé. Et bon, qu'on voulait vraiment étendre sur tout le territoire parce que ça a été fait pour ça, hein, pour qu'on puisse le propager, si tu veux, dans toutes les écoles publiques ou privées. Mais malheureusement, le ministère de l'Éducation nationale, toutes les tentatives que nous avons faites pour montrer tout ce travail qui s'est fait sur des années, hein, c'est pas en un jour, avec plusieurs expériences compilées, ça n'a rien donné malheureusement. Donc tout est retourné dans les tiroirs, sauf que individuellement, nous travaillons nous-mêmes avec nos méthodes d'enseignement. Voilà. Quel est le plus grand défi que tu as rencontré en enseignant la musique? Les défis, j'adore. J'adore. Le plus grand défi, c'est une maman. J'étais en France à cette époque et j'avais donc mon école et mes élèves. Elle est venue à moi en me disant que ma fille, elle est dyslexique. Elle ne comprend ni sa main droite, ni sa main gauche, ni son pied droit, ni son pied gauche. Elle a beaucoup de problèmes par rapport à son petit frère qui avait un problème de peau. Bon, enfin bref, je ne vais pas l'embiner sur ce sujet, mais la petite, elle était tellement traumatisée que elle était un petit peu désorientée. Et sa mère m'a dit,
j'aimerais bien qu'elle fasse un instrument de musique. À l'époque, je lui avais recommandé l'orgue électronique, les petits orgues électroniques qui sont tellement intéressants avec les rythmes, etc. Et sa maman m'a dit, bon, jamais elle ne pourra jouer. Jamais. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend ni sa main droite, ni sa main gauche, ni son pied droit, ni son pied gauche. Bon, j'ai dit, Elle vous avait inquiétez quel pas, âge, madame, l'enfant? laissez-la moi. Elle avait peut-être 8 ans, 7, 8 ans. Mhm. Eh bien, ma chère, figure-toi que non seulement la petite, elle jouait des 2 mains, et l'orgue électronique, c'est compliqué. Il y a 2 claviers et un pédalier avec des notes. Elle a joué au concert annuel, donc j'avais toujours un petit concert de fin d'année. Elle a joué avec ses 2 mains sur 2 claviers différents, faisant les choses différentes parce que la main droite fait la mélodie, la main gauche fait Mhm. les accords et le pied la basse, en lisant sa partition. Voilà. Ça, c'est l'un peut-être des exemples qui m'a le plus marqué dans ma carrière parce que sa mère était désespérée avec cet enfant. Elle a essayé beaucoup de choses et elle est venue, elle n'était pas du tout convaincue que sa fille, à la fin, je lui ai dit, tu vois, ta fille, elle n'a rien. Hmm. Elle a la tête, C'est ça. Mais tu as pris combien de tu vois. temps pour lui inculquer cette méthode? Oh non, je pense que ça s'est fait très. Elle aimait ce qu'elle faisait, tu vois, ça c'est très important. La façon, tu vois, dont tu éduques l'enfant, de- la manière dont tu lui enseignes à jouer, tu vois, de façon ludique, en jouant. Il faut être très psychologue, tu vois, très diplomate, très, tu vois. Et s'il y a des petits moments de découragement, ne jamais le sous-entendre, tu vois, dire que ça ira mieux la prochaine fois, etc. Et puis, à la fin de l'année scolaire, ça veut dire 9 mois après, puisqu'elle a commencé en septembre avec moi, eh bien, en juin, elle a pu participer au concert de fin d'année devant un public, en jouant toute seule. Alors ça a été vraiment l'une de mes plus belles victoires, je crois. Voilà. Oh, c'est bien, c'est extraordinaire. Est-ce Mhm. que tu intègres ton expérience comme pianiste dans ton enseignement? Mais écoute, l'expérience, elle est acquise. Elle s'acquiert tous les jours, hein, parce que moi, je ne dis pas que j'étudie tous les jours comme ma maman, mais je fais de la musique quotidiennement. J'accompagne ma fille qui aime chanter, par exemple, ces jours-ci, nous jouons ensemble, tu vois. Mais si tu n'as pas cette expérience pianistique, je ne pense pas que tu puisses faire grand-chose. Donc, c'est tout à fait normal que ça fasse partie de ton éducation. Voilà, c'est même indispensable. Parce que si tu n'as pas cette base musicale, tu ne peux rien faire. Tu peux être le plus grand des éducateurs, mais si tu n'as pas cette base musicale, et nous, Dieu merci, on est né avec. Oui. Donc, c'est presque naturel pour nous, tu vois. C'est très naturel, vraiment, ça vient naturellement. Donc, mais le piano, c'est un instrument par excellence. Mais j'utilise beaucoup les pianos numériques, puisque tu vois, il faut aller avec la technologie aussi. Et la technologie te permet de faire beaucoup de choses, les orchestrations avec orchestre et tout ça. Et j'ai toujours adoré ça. Donc, avec le piano numérique que j'ai ici, avec moi, chez moi, eh bien, je fais tous ces arrangements-là, tu vois. Donc, je peux avoir l'orchestration, je m'enregistre, je mets sur une clé USB, je peux en faire ce que je veux, je peux envoyer les fichiers à mes élèves qui jouent avec ces arrangements, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses que la technologie maintenant nous aide à faire, mais c'est avec la base du piano quand même, tu vois, c'est Mhm. quoi, même si tu as toutes les notions numériques que tu veux ou d'informatique, si tu n'as pas cette base musicale, je ne pense pas que tu puisses faire grand-chose, tu vois. Tout C'est à toujours fait. comme ça. C'est comme si tu donnes un ordinateur à quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire. C'est un outil extraordinaire, mais si tu n'as pas les notions qui vont avec, le mode d'emploi, tu ne peux pas faire Tout à grand-chose. fait.
Sibyl, nous allons laisser la musique de côté et Ok. nous allons parler de est-ce que je peux dire carrière picturale? Non, je ne peux pas dire carrière picturale du tout. C'est une de mes autres passions, parce que j'en ai beaucoup, Florence. Je suis désolée, mais je fatigue tout le monde avec toutes mes passions. J'en ai trop des fois. Tu vois, je pars du principe que, et je le dis souvent, je le dis à mes enfants, je le dis à mes élèves et tout, et aux parents aussi, que le plus important, c'est de donner à vos enfants une éducation très large. Et ça, je l'ai appris de ma maman parce que, et de mes parents d'ailleurs, qui nous ont élevés comme ça, en nous laissant nous épanouir dans ce que nous aimions faire, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs carrières dans la famille. Et moi, j'ai fait les beaux-arts, bien sûr. J'ai fait une école des beaux-arts aux États-Unis, à New York. En J'ai 2001? fait diplômée des beaux-arts. Mais à l'intérieur de ces beaux-arts, j'ai touché à tout, tu vois. Et c'est ce que je fais du coq à l'âne. Je retourne à ce que je prône, c'est d'avoir un maximum de techniques, si on peut apprendre plusieurs techniques, parce qu'on ne sait jamais comment va se manifester Dame Inspiration. Et c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, je peux être inspirée pour faire les tableaux que tu vois derrière ma tête. Un autre jour, ça sera les bijoux. Un autre jour, ça sera un sac à main. Et voilà. Et, et comme j'ai les techniques, donc ça me permet maintenant de mettre de réaliser ce que j'ai en tête puisque je connais les techniques, tu vois. Mhm. Donc, plus on apprend de techniques, plus on est apte à recevoir d'âme inspiration qui, on ne sait jamais comment elle va se manifester. C'est ça. Donc, je suis toujours pour cette variété d'apprentissage jusqu'à ce que, bon, évidemment, il y a des personnes qui finissent par opter pour telle ou telle carrière ou qui veulent aller plus loin dans telle ou telle discipline. Mais moi, c'est pas vraiment mon cas. Je peux avoir une période où j'ai envie de peindre, donc je peins, je peins, je peins, je peins, je peins. Et puis après, je suis fatiguée de peindre. Eh bien, je prends ma torche, je prends mes outils, et puis allez hop, je me fais un bijou, ou je fais une collection de bijoux. Euh, voilà, c'est comme, mais je peux pas dire que j'ai pas de carrière, rien du tout. En Je suis 2010, plutôt, je suis plutôt une artiste très gaillée. Parce qu'il y a des artistes qu'on arrive à canaliser. OK, tu es peintre, on va faire des expositions de peinture, on va faire ceci, on va faire cela. Moi-même, je n'arrive pas à rentrer dans ces cadres-là du tout, tu vois, parce que j'aime l'expérimentation, j'aime les challenges, tu vois. Si tu me dis demain, il y a un concert avec des enfants, est-ce que tu veux bien improviser ou bien faire un arrangement pour un petit chœur d'enfant? Allez hop, j'y vais parce que ça m'intéresse, tu vois? C'est des challenges comme ça que j'aime. Si tu me dis: «Bon, voilà, il y a une exposition, heu, thématique et est-ce que tu veux concevoir des bijoux qui pourraient rentrer dans le cadre de cette thématique?» Et hop, j'y vais parce que ça m'intéresse hmm, de mettre à voilà, à contribution ma créativité. Mais carrière, je suis pas à l'aise avec ça parce que quelqu'un qui a fait carrière, c'est quelqu'un comme ma mère, tu vois, qui a été pianiste, qui a fait sa carrière pianistique en tant que pianiste. Voilà. Mais moi, non, pas du en tout. 2010, on te voit à la Biennale nationale des artes visuales de Santo Domingo. Mhm. Comment tu Oui. as vécu cette expérience? Ah, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Ils ont sélectionné une de mes pièces qui est un triptyque
un quadriptyque, pardon. Un polyptyque, alors, je ne sais pas si ça se dit quadriptyque. Un polyptyque, il y a quatre panneaux différents et ça s'appelle métissage. Et donc, c'est un petit peu ce que nous sommes, quoi, un métissage. Tout Donc, à on voit un fait. petit peu de tout, tu vois, on voit un peu des masques africains, on voit aussi des masques indiens, et mélangés à cette technique de paillettes, parce que j'aime beaucoup faire les paillettes avec la peinture. Donc, Mhm. je ne sais pas si tu l'as en image. C'est une belle œuvre qui avait été donc sélectionnée pour cette biennale au Musée des Arts modernes, au Musée de Mais l'Art oui, moderne, pardon, mais oui, nous allons montrer ça aux internautes. de son M- Madame Mais Hugo. Oui. comment décris-tu ton style de peinture? Ouf, je sais pas. J'ai jamais pensé. Peut-être contemporain? Je laisse, oui, c'est contemporain, un peu ethnique, tu vois, parce que il y a toujours une connotation. Je suis très influencée par l'Afrique. Donc, il y a toujours des masques, il y a toujours des choses qui me fascinent de l'Afrique et de notre culture, bien sûr, puisque nous avons hérité de tout ça et un petit peu cet aspect mystique. Euh, mais c'est avant tout des émotions personnelles que je retransmets sur les toiles, tu vois. Donc, mais je sais pas, je me suis jamais penchée sur la question quel style je suis, non. Je laisse les gens, voilà, tu t'exprimes toi et puis tu laisses, je laisse libre cours à celui qui regarde mes toiles de dire ce qu'il en pense, ce qu'il ressent, parce que ce sont des émotions que toi tu mets sur la toile, mais qui sont peut-être ressenties différemment par les autres. Donc, faut laisser l'interprétation des autres, voilà, marcher. Quel artiste peintre Faire. t'inspire le plus? Ouh, quelle question tu me poses, Florence. Tu sais que je suis entourée ici à Paris de musées et où je suis tout le temps. Alors, c'est compliqué pour moi de te dire que je vais choisir un ou l'autre. J'ai le musée Picasso qui est pas loin de moi. Donc, Picasso, c'est un de mes favoris. Et puis, tu as le musée d'Orsay qui est aussi pas très loin de chez moi, où tu as tous les impressionnistes. Alors ça, tu vois, peut-être que je peux dire vraiment que les 2 mélangés, ça donne ce que tu vois derrière, parce qu'il y a un petit peu de l'inspiration. Bon, écoute, je vais pas m'inventer non plus des casquettes, hein, mais il y a les collages un petit peu de Picasso, de Braque derrière. Aussi, les masques, il a été beaucoup influencé par les masques africains. Et puis, tu as le pointillisme des Mhm. impressionnistes, peut-être, je ne sais pas. Bon, l'inspiration, elle vient comme ça, tu prends ton pinceau et puis ça y va. Ok. Donc, je ne pense pas vraiment à... C'est ça. Quand on peint, on ne peut pas savoir ce qui va sortir, hein. Ouais. C'est peut-être inspiré par justement tout cet environnement ces environnements, ces livres qu'on lit et tout ce qui nous entoure, quoi. C'est ça l'inspiration. Quel est ton meilleur souvenir derrière une toile bien précise? Ah, meilleur souvenir, ça serait celui de la biennale, parce que je n'avais jamais imaginé que une de mes toiles ferait partie de cette biennale dans un musée aussi somptueux. Tu vois, et ça, ça a été l'une de mes plus belles expériences, je pense, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour le peindre, mais je n'osais pas espérer que un jour il fasse partie de cette biennale d'art contemporain. Ça, c'est sûr. Je n- j'ai jamais rêvé de ça, vraiment. Tu Donc, ça a été utilises quel médium? un beau mix média. OK? Je peins Ok. beaucoup à l'acrylique, mais je fais beaucoup de collages, d'expérimentation et voilà. Donc, je peux utiliser beaucoup de choses, de la colle, du papier, du carton, des tissus. J'ai utilisé des tissus, j'ai utilisé j'ai 2 tableaux ici où j'ai utilisé des fils de laine. J'aime l'expérimentation, tu vois? J'aime,
mixer, combiner les différents matériaux. Et c'est la même chose aussi pour tout. Mes bijoux, c'est la même chose. Tu as déjà dit, dans ce pays, tu parlais d'Haïti, dans ce pays marqué par les cicatrices de l'histoire, l'ingéniosité humaine règne et peut transformer n'importe quel objet ordinaire en véritable œuvre d'art. Ça, c'est vrai. C'est L- vrai que je l'ai écrit et que je le pense. Oui, Parce que quand on voit ce que réalisent nos compatriotes avec rien, ils font des choses absolument extraordinaires. Je ne parle pas pour moi parce que à côté de ces pointures que je respecte bien bas, je n'ose même pas citer leur nom, mais je veux parler de beaucoup d'artistes de Quoi les Bouquets et des artistes qui sont, voilà, qui ont fait des merveilles et qui sont reconnus internationalement. Et quand on sait d'où ils viennent et pour arriver à ce sommet, alors là, tu sais, vraiment, il y a pas de mots, il n'y a pas de mots. C'est l'ingéniosité, c'est la faculté de faire des choses extraordinaires à partir de rien du tout, des fois. laissons Ça, les internautes admirer tes toiles pour quelques minutes et puis nous allons prendre la première pause. D'accord. Merci. Si tu viens d'Haïti, tu peux comprendre ma chanson. On a la même mélancolie. Si tu viens d'Haïti, je vais te dire un petit secret. On songeait sur au miel, à tes cannelles, à tes beaux graines si well. On part mon joint pi belle ti fille, passe ti ménage ou si au miel, belle ti fille, passe premier ménage ou si au miel. Les bateaux sont rentrés, les navires se sont jetés bien loin. Demain la pêche sera plus belle si tu viens d'Haïti. Ne fais confiance qu'à ton ciel. On songeait ici au miel, à tes cannelles. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Sybille Denis-Toite, une artiste multidisciplinaire qui s'amuse beaucoup. Dans la première partie de notre émission, elle nous a parlé de son talent de musicienne et de peintre. Nous allons maintenant parler de ce talent qu'elle a pour la décoration d'événements. Et nous comptons sur vous. N'oubliez pas, mettez un pouce levé, partagez le lien et abonnez-vous. Sybille, moi j'ai vu tes décorations de très jolis couverts. Moi je pensais que c'était pour chez toi seulement. Bon, il y en a certains, c'est pour chez moi. Parce que ça, c'est une autre passion encore, tu vois, c'est ça qui est le plus gros, mon plus gros problème, c'est que j'ai trop de passion, Florence, c'est trop de passion. Et bon, euh, je crois que des fois, mon mari, il me dit, tu es un peu,
stop un peu parce que tu as trop de passion. Tu as trop de passion, c'est vrai. Oui, les décors de table, je les fais souvent pour chez moi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire que je suis quelqu'un de casanier, c'est pas vrai. J'aime beaucoup le monde, j'aime sortir et tout ça. Mais c'est une façon pour moi aussi de m'exprimer, hein, de faire des décors de table. Tu vois, ce sont ce sont des sortes de, comment dirais-je, ce sont des installations. Voilà. Si je pouvais faire des installations pour table, je le ferais avec plaisir, tu vois. Mais ça demande beaucoup de travail parce que c'est par thème. Bon, j'essaie de les faire par thème, par couleur, etc. Mais c'est un hobby parce que j'aime bien changer et je n'aime pas rester dans le même décor. Des fois, c'est vrai, quand mon mari rentre, il me demande est-ce que je suis bien chez moi ou pas. Parce que j'ai tout changé dans la maison et je change les tableaux. Je change pour qu'il puisse aller avec ma table des fois ou voilà, je change mes coussins. Bon, bref, je n'aime pas rester dans le même décor. C'est, voilà. Je voyage chez moi. Voilà. OK. Mais ce service-là, tu l'offres à tout le monde? Pas, bon, je pourrais l'offrir à tout le monde, mais je n'ai jamais osé faire le pas. Je vais te dire. Je suis quand même diplômée d'un cours de décoration événementielle que j'ai suivi à Paris. Et malheureusement, après juste ma formation, c'était le Covid. Donc, les gens ne se mariaient plus. Il y avait vraiment, toutes les activités étaient au point mort. Donc, en fait, tout, tout ce que tu vois comme décor que j'ai réalisé, ce sont des décors, en fait, que j'ai réalisés pour des mariages de la famille. Donc, mes deux filles, une cousine à mon mari qui s'est mariée à Paris récemment, donc elle m'a demandé de faire la décoration de son mariage, que j'ai fait avec plaisir. Quoi d'autre? Oui, d'autres mariages dont j'ai fait les décors en République dominicaine aussi pour certaines personnes. Mais c'est surtout l'entourage pour l'entourage immédiat. Je ne peux pas dire non plus que j'ai fait ça de manière comme une entreprise. Comme professionnel. Non, c'est pas le cas. Mais bon, si tu me dis demain que tu te maries, je viens faire ton décor au Canada pour toi. Il n'y a pas de problème. C'est noté. C'est noté. Sibyl! C'est quelque chose que j'aime. D'ailleurs, tu peux même pas chiffrer. Écoute, même que j'ai pris mon cours d'événementiel, le temps que tu passes à faire chaque petit détail, tu vois, pour faire des décors d'événements, tu peux pas chiffrer ça. C'est impossible. C'est comme une œuvre d'art, tu sais, c'est comme tout. C'est pour ça, là, c'est très compliqué de mettre un prix sur ton travail. Tout à fait. C'est des heures et des heures et des heures. Tu ne dors pas, tu réfléchis comment tu vas faire telle chose, comment la scénographie va être, quelle couleur tu vas choisir, est-ce que ça va avec ça, etc., etc. Le thème. Et puis bon, il faut tout concevoir à l'avance sur les planches, sur Internet, et sur ton ordinateur. Et puis aller maintenant prendre les prix des matériaux, les commander sur Internet. Ça arrive, c'est pas ça, c'est pas la bonne teinte. C'est vraiment un casse-tête pas possible. Mais dès que tu fais quelque chose avec passion, tu ne comptes pas tes heures. Mais c'est très difficile de chiffrer. Dès que tu arrives au chiffre avec moi, comme on dit chez nous, moins gaillé. C'est pas mon truc les chiffres, vraiment. Tu n'es pas la seule artiste à le dire. Sibyl, c'est magnifique. On passerait la journée à regarder ce que tu as fait. Oh, c'est gentil. Maintenant, passons aux bijoux. Je me rappelle t'avoir vu à une fois en Haïti. Tu avais ton kiosque. Ce qui m'avait frappé, c'est la qualité de tes œuvres. Alors que les autres kiosques étalaient des bijoux faits de cornes et d'autres matériaux, toi, c'était surtout le métal.
qu'est-ce qui t'a poussé à étudier cette technique? Bon, j'ai toujours été passionnée par les bijoux, encore une fois. C'est une autre de mes passions, ce sont les bijoux. Donc même, en étant jeune fille, je me souviens, je portais beaucoup de bijoux et ça m'a toujours fascinée les bijoux, fascinée. Donc quand j'étais faire mes études de beaux-arts et comme je te dis, j'ai voulu toucher à tout. J'ai fait la peinture, la sculpture, le fabric design, j'ai fait l'interior design, j'ai fait, hem, et le jewelry design, le design de bijoux. Donc, c'était des techni la poterie aussi, j'ai touché un petit peu à la poterie, j'ai fait beaucoup de porcelaine. Tout ce qui se fait avec les mains, c'est je c'est ma passion, c'est une passion. Donc, j'ai voulu toucher à tout et finalement, évidemment, la balance a beaucoup plus penché pour les bijoux. Donc, j'ai appris cette technique, donc à l'université et quand je suis retournée en Haïti, je me suis dit que ça serait quand même une particularité intéressante de pouvoir marier plusieurs matériaux parce que tu sais que comme tu le sais, j'aime beaucoup mixer plusieurs matières et c'est ainsi que la corne m'a beaucoup parlé, ainsi que l'os aussi, qui est très beau, quand il est bien poli et j'ai voulu associer donc ces matières naturelles à des métaux et c'est ça qui a fait mon originalité parce qu'en fait, j'utilise beaucoup la corne, l'os, le bois que je combine à des matériaux plus «nobles» entre guillemets comme, le laiton, ou l'argent, beaucoup l'argent. Oui, parce Voilà. que ce que j'avais vu, c'était un argent et ça m'avait frappé. Oui, oui, Mhm. oui, oui. Non, j'utilise beaucoup tout ce que j'ai réalisé en Haïti, c'est fait avec de l'argent, comme ça. Donc je combine, la corne, ça c'est de la corne noire que je monte donc sur de l'argent. Voilà Ce et que ça tu donne portes ça. au cou aussi, c'est une de tes Ça, c'est du créations? laiton. C'est du laiton, oui, bien sûr. Oh, mon Erzuli, c'est mes dernières collections. Ce sont les signes Vevey que j'aime beaucoup et que je réinterprète et que je décline en plusieurs bijoux, des boucles d'oreilles, bagues, bracelets, etc. Mais je travaille surtout voilà, avec plusieurs signes Vevey comme ça et qui sont en laiton doré à l'or fin. Donc ça, c'est doré à l'or fin. Voilà. Dis-moi, Sibylle, Oui. si quelqu'un veut une pièce unique, est-ce que tu peux préparer cette pièce unique? Je suppose que c'est un Mais effort que la personne te demande, que la personne te pose. Ou bien pas est-ce du que... tout, Non, OK. pas du Donc, tout. C'est mon état d'esprit. C'est mon état d'esprit de faire des pièces uniques. Pratiquement toutes mes pièces sont uniques ou faites à à édition limitée. L'édition limitée, ça ne dépasse pas 10, mais vraiment pour des petites pièces, tu vois. Mais une pièce comme ça, j'en ai pas deux, tu vois. J'aurai peut-être une bague comme ça qui va ressembler à ça, mais elle sera déclinée en, en or ou alors avec de la corne blanche ou avec du bois, parce que j'ai utilisé ce modèle avec du bois. Donc, tu auras quand même le même esprit. Ça ne sera jamais pareil parce que tout ce qui est fait à la main n'est jamais, jamais pareil. C'est pas du travail à la chaîne, tu comprends? Donc, il y aura toujours, toujours une différence. Cependant, et voilà, tu auras toujours ta pièce unique de toute façon. Même si c'est le même concept, je dirais, mais le design sera différent. Il y aura plusieurs interprétations, des variations, si tu veux, sur le thème. Tu vois, donc ça sera ça. Et par exemple, celui-là, je l'ai en plus grand aussi, je crois que je l'ai là d'ailleurs. C'est à peu près le même, mais il est beaucoup plus grand, plus spectaculaire, tu vois. Ça serait très bien sur ce que tu portes d'ailleurs, sur le noir, ça merci. c'est magnifique. Ah oui, Mais c'est tout aussi donc joli sur le fuchsia que tu as là. sur le rose, oui.
Oui. Donc voilà, c'est la même, le même design du Erzuli, mais qui est décliné en plusieurs variations, je dirais, sur le même thème. Et voilà. Et les autres aussi. Quelle est la pièce que tu préfères le plus? Celle dont tu es particulièrement fier? Toi, tu me poses des questions, hein. C'est comme si tu dis Mhm. quel est ton enfant préféré? Est-ce que tu veux que je te réponde? Hein? Je les aime tous. Oui, D'ailleurs, tu sais, c'est une approche très, très, très égoïste de faire des bijoux en ce qui me concerne, parce que je les fais toujours avant tout pour moi. Ça veut dire que si toi, tu ne les aimes pas, tant pis pour toi, parce que moi, je les aime. tu les porteras quand même. Je les porterai quand même. Donc, ne me demande pas ce que je préfère parce que je les aime tous et je les fais d'abord en pensant, c'est une approche un peu égoïste, mais quand même, si moi je peux les porter, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Tu vois, il faut le voir comme ça aussi. Ça veut dire que, voilà, je trouve que si je les aime, peut-être que les autres les aimeront aussi, autant en tout cas. Voilà. Mais je Non, ne peux pas dire qu'il y en a un. En général, celle que je montre au public ou bien que je montre à une exposition, ce sont des modèles sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et que j'aime quand même assez, tu vois, sans quoi je ne les montrerai pas au public. J'ai beaucoup de respect pour le public, donc ça, je fais très attention. notons pour les internautes que tu as participé à de prestigieuses expositions internationales en tant qu'artiste plasticienne, créatrice de bijoux, notamment à Cuba, et tes créations font partie de collections privées de certaines personnalités, telles que l'actrice américaine Angelina Jolie, la vice-présidente de la République dominicaine Margarita Cedeno, la fashion designer Donna Karan ou l'actrice américaine Kim Kardashian. Est-ce que j'ai sauté quelqu'un? J'ai oublié quelqu'un? Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, les autres, elles sont peut-être pas aussi connues, mais ce sont des personnes quand même spéciales parce que pour porter ce genre de bijoux, il faut être un peu spécial aussi parce que en général, mes bijoux sont assez spectaculaires, assez gros et assez, voilà, tu les vois, quoi. Oui, Donc, disons que les bijoux ont une personnalité assez forte, donc qui demande que la personne soit aussi d'une certaine personnalité pour oui. pouvoir les porter. Hmm. Parce que c'est pas donné à tout le monde de mettre ce genre de bijoux. Oui. Donc, Laissons, voilà. laissons Mhm. les internautes admirer ton catalogue. D'accord.
Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous rappelle que nous sommes avec Sybille Denis-Toite, artiste multidisciplinaire. Elle nous a parlé de sa musique, de son talent de musicienne, de son talent de peintre, de sa passion pour l'arrangement des jolis couverts, des jolies tables. Nous avons parlé des bijoux et je vous rappelais justement qu'il y a des célébrités qui ont ces pièces. N'oubliez pas, mettez un pouce levé, partagez le lien, abonnez-vous. Sybille, quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué pour les Pour une célébrités dont exposition nous de parlions? bijoux. Oui, les célébrités dont nous parlions tout à l'heure. Ah oui, eh bien, c'était Kim Kardashian. Kim Oui. Kardashian est venue à une de nos expositions avec sa maman. Je dois te dire que moi, je connaissais pas trop la personne, hein. C'est mon fils qui m'a tiré par la chemise et qui m'a dit, par la robe, qui m'a dit, maman, tu as vu qui c'est? Tu as vu qui c'est? Je ne savais pas qui c'était, parce que quand tu vois quelqu'un à la télévision ou bien sur les magazines, en réalité, des fois, tu peux pas toujours les reconnaître. Mais mon fils, lui, il avait tout de suite reconnu Kim Kardashian. Elle est arrivée direct sur mon étal, sur mon stand. Elle a commencé à essayer tous mes bijoux et elle a dit à quelqu'un qui était derrière elle, après j'ai su que c'était sa maman, de lui donner donc, de payer pour elle. Elle a pris les 3/4 de mes bijoux. Elle est partie avec. C'est 3/4. merveilleux. Je pense qu'elle a une bague qui rappelle celle-là, mais en blanc, bracelet, et elle a été défilée aussi avec mes bijoux. Donc, sans dire un mot, hein, elle m'a juste demandé la permission. Moi, bon, j'étais tellement, voilà, surprise de cet engouement, tu vois, pour les pièces, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Eh bien, elle m'a tout pris. Pratiquement tout ce que j'avais sur le stand est parti avec elle. Ça, c'était vraiment impressionnant pour moi. Ça sera définitivement le souvenir le plus incroyable que Oui. j'ai eu Tu n'as pas eu d'aventure. tu n'as pas eu le réflexe de prendre une photo avec elle, non? Oui, j'ai une photo avec elle. Je crois que c'est sur mon site. Je crois que cette photo est sur mon site. Mais Où elle a un collier en bois, un grand collier en bois qui m'a été demandé partout. Même une Italienne m'a rendue folle. Je veux le collier de Kim. Je lui ai dit, écoute, à partir d'Haïti, c'est très compliqué. Elle m'a dit, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a envoyé quelqu'un le chercher de DHL à mon magasin pour l'expédier. Parce que je lui ai dit que je ne pouvais pas être responsable d'une perte se perdait en route parce que la situation était un peu compliquée. Elle a dit, vous inquiétez pas, moi je le veux. Elle a envoyé quelqu'un chercher au magasin qui lui a expédié et après, elle m'a envoyé une photo de son collier avec elle. Ça fait plaisir tout ça. Très plaisir, vraiment. Ça fait plaisir, oui. Je fais un petit rappel aux internautes. 2009, label d'excellence au Women in Production. 2010, Miami Convention Center à la Biennale nationale des artes visuales de Santo Domingo. 2013,
avec ton métissage dont nous parlions tout à l'heure. 2014, à la Biennale Ibero-América de Diseño à Madrid. À Madrid. 2014, Diseñadores de Haïti Exhibit à Mexico. 2015, Exposition universelle de Milan. 2016, au Haiti Fashion Week et Dominicana Moda. 2016, Caribbean Export Salon à Londres. Tu bouges beaucoup, mais tu es surtout en Europe, je vois. 2017, tu es en Roumanie, au Salon des créateurs d'Afrique et d'Amérique latine. Il y a l'Expo des créateurs. Et 2019, Foire du livre haïtien à Paris. Mais l'autre jour, tu étais à une foire à Paris encore. Et là, tu présentais ton livre, ta publication. Oui, c'était le salon du livre haïtien. Oui. À la mairie de Paris. C'est le salon, c'était le 10e anniversaire d'ailleurs de ce salon, qui est extraordinaire, qui draine beaucoup de monde. Et on a eu beaucoup d'artistes invités assez célèbres qui sont venus nous visiter, et dont David Laferrière, que tout le monde connaît, par exemple, ou bien Gary Victor, et bien d'autres dont je ne pourrais pas citer la liste. J'avais vu Franz Voltaire aussi. Franz Voltaire du Sidika. Là, avec Sidika. Ah oui. Il encourage beaucoup les artistes. Il fait beaucoup de choses avec le Sidika. Ça, c'est une institution. Parle-nous de Haïti créateur de rêve. Parle-nous de ce livre. Wow, Haïti créateur de rêve. Alors, tu sais, ce livre répond à une question qui m'a souvent été posée, surtout en dehors d'Haïti. Et je dirais même que des fois, en Haïti même, les gens ne savent pas qui fait quoi. Et c'est vrai qu'on est très connu pour la peinture, pour tout ce qui est beaux-arts, puisqu'il y a un gros travail qui a été fait par les musées de l'époque, le musée du Collège Saint-Pierre, par exemple, que j'ai beaucoup fréquenté, ou le centre d'art, et qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, puisque pour aller à l'école au Collège Bird, je passais devant et je m'arrêtais souvent plus au centre d'art qu'à l'école, parce que tous ces artistes me fascinaient. Donc, avec André Malraux, avec David Spiter, donc qui a été le pionnier qui a donc était à l'origine du centre d'art. Et il y a eu et André Bouton aussi. Il y a eu un grand engouement pour l'art haïtien qui est très vaste. Et je me disais que on parle beaucoup, on ne parlera jamais suffisamment de l'art haïtien, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de personnes, les galeries d'art surtout, qui font beaucoup pour l'art haïtien en général. Mais par contre, le parent pauvre, ce sont les designers qui sont toujours laissés de côté, les créateurs et les artisans. Or, c'est un secteur qui est extrêmement important pour économiquement. C'est un vecteur incroyable de ressources économiques, et un vecteur d'emploi aussi, puisque nous sommes un peuple de créateurs. Et quand on regardait autour de nous, dans les librairies, le constat était triste. Il n'y a pas de livres qui parlent de nos créateurs, de nos designers, de nos artisans d'art. Il y en a très peu. Donc, je me suis dit que c'était pas possible. Il fallait combler ce manque et faire une publication où je pourrais répertorier tous ces talents, ces savoir-faire qui pour certains sont uniques dans la Caraïbe et dont on ne parle pas. Donc, pour moi, c'était un devoir de mémoire. Et si je fais un petit retour en arrière, je dois dire aussi que ce travail de patrimoine me vient aussi de mes parents. Ça, je les remercie pour cela, parce que
d'une part, mon père, lui, il a fait un travail incroyable dans l'archivage de musique haïtienne, de la production haïtienne. Donc, il avait vraiment la collection la plus importante de musique haïtienne et autres, hein, classique, jazz, etc., qui puisse exister en Haïti. Et la deuxième personne, c'est ma mère, avec l'archivage des partitions musicales de la musique haïtienne. Donc déjà, avec ces deux parents qui m'ont inculqué cet amour de préservation du patrimoine, pour moi, c'est un devoir de le faire dans le domaine du design. Donc, je me suis dit, je vais travailler à cela. Et le livre, il est conçu en différentes sections. Et dans chaque section, j'ai pris le temps de raconter une petite histoire d'introduction, que ce soit sur l'origine de l'artisanat, comment ça a débuté en Haïti, et évidemment des recherches et des interviews et beaucoup de personnes à contacter, à poser des questions. Enfin, un travail de fourmi, de journaliste, comme tu sais, toi, hein, comme tu fais toi, pour pouvoir récolter toutes ces données et les sauvegarder donc, dans le livre. Donc, j'ai fait ceci pour l'artisanat, donc l'origine de l'artisanat en Haïti, comment ça a débuté et comment est venu après le design. Donc, c'est très intéressant de voir ce parcours qui arrive au design. Je ne peux pas tout raconter parce que ça serait trop long, mais dans chaque section, j'ai aussi un petit historique sur l'histoire du bijou en Haïti que j'ai découvert avec mes recherches. Je ne le savais même pas. Moi qui suis du domaine du bijou, je ne savais pas d'où sont venus les premiers créateurs de bijoux en Haïti, et ils sont dans le livre. Je ne le dévoile pas maintenant parce que ça serait trop long, on pourrait en parler des heures. Et aussi l'histoire de la mode. Alors là, j'ai aussi découvert beaucoup de choses sur l'histoire de la mode et j'ai été, je dois dire, beaucoup aidée par certains musées avec lesquels j'étais en contact et qui m'ont donné aussi des photos de leurs archives pour pouvoir documenter mon livre. Donc ça a été extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Excuse-moi, le livre t'a pris combien de temps pour le préparer? Bon, ça, c'est une bonne question parce que si les designers pourront témoigner, ceux qui sont dans le livre, certains d'entre eux, j'ai eu mes premières réunions avec eux en 2016. Tu vois? Donc, c'est un long parcours de combattant. Et avec la situation en Haïti, très compliqué parce que c'est vrai, je sais que les perfectionnistes diront, ah, il y a des images qui ne sont pas superbes, il y a des photos qui ne sont pas professionnelles. OK, mais il faut vous dire que pour pouvoir documenter un livre pareil, certains avaient perdu leurs photos, les maisons brûlées, les vandales qui sont passés et qui ont tout emporté, les ordinateurs détruits. Donc, pour moi, il faut voir ce livre comme un répertoire de nos savoir-faire, certes, mais qui a été fait avec les moyens du bord. Et non seulement les moyens du bord, mais les moyens financiers aussi, parce que je n'en ai pas eu j'ai pas eu de support financier. Hein? Le seul support que j'ai eu, c'est une petite subvention de la Focale. Et malheureusement, pour un travail pareil, 250 pages, une centaine de créateurs, je peux te dire que c'est des années de travail. Des mois et des années de travail. Sibylle, on te remercie pour ce document tellement important, comme tu dis. C'est pour notre patrimoine. OK? On pourrait rester longtemps à parler de tes passions. Malheureusement, la montre nous fait défaut. On va parler du proverbe de Berman Fleury. Qu'est-ce que tu penses du proverbe de Berman
Joufeuille tombé dans de l'eau, c'est pas joie li pourri. Joufeuille tombé dans de l'eau, c'est pas joie li pourri. Qu'est-ce que ça te dit? Waouh! Ça ne m'évoque pas grand-chose parce que c'est une feuille qui tombe dans l'eau, c'est vrai. Mais c'est sûr aussi qu'elle ne va pas pourrir tout de suite. Qu'est-ce qu'elle évoque? Elle évoque le parcours de la vie, quoi. Hein. Elle ne se relève pas, mais elle tombe et puis bon, elle va se décomposer au fil de l'eau tranquillement et jusqu'à son extinction, je suppose, quelque chose comme ça. Mais ça ne, j'aurais préféré que ce soit quelque chose de plus positif. Mais c'est vrai que le jour où elle tombe dans l'eau, c'est pas ce jour-là qu'elle va pourrir, c'est sûr. C'est pas un fruit mûr, parce que le fruit mûr, tu peux le manger. Oui. Mais, Écoutons Berman Fleury, il va nous dévoiler le secret de ce proverbe. d'accord, merci. Jou feuille tomber dans de l'eau, c'est pas joie les pourris. Jou feuille tomber dans de l'eau, c'est pas joie les pourris. La feuille ne se décompose pas le jour de sa chute à l'eau. Donc, je serais interprété à réfléchir à ce proverbe en disant que il y a beaucoup d'énergie dans la nature. Okay? Une feuille qui tombe, c'est beaucoup d'énergie qui a servi à produire cette feuille. Okay? Et cette feuille garde encore beaucoup d'énergie avant de perdre de cette énergie-là. Donc, ça serait utile de pouvoir utiliser cette énergie-là avant de la perdre indéfiniment. Donc, c'est ma réflexion là-dessus et pour ce proverbe-là. Donc, mais c'est pour dire que il y a de l'énergie dans la nature, il y a de l'énergie, il y a du potentiel, il y a des compétences. Alors, c'est mieux d'utiliser ces compétences, ces énergies-là vraiment, et avant un gaspillage de ces énergies et de ces compétences. Sibylle, tu n'es pas passé trop loin. Moi, je pense que ce proverbe, au fait, parle de ta passion, de ton talent, parce que, au fait, qu'est-ce que Berman nous a expliqué? Il nous explique d'utiliser notre énergie avant de perdre nos compétences. Okay. Donc, je pense que c'est exactement ce que tu fais avec toutes ces passions que tu as pour la musique, pour la décoration d'intérieur, pour tes éditions, pour ta peinture. On te souhaite vraiment du succès. On te remercie d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Parce que je sais que c'est pas facile. Surtout qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Oui, et merci. On a passé vraiment un moment très agréable. Et puis, pour moi aussi. Si on a besoin de toi, si on a besoin du livre, si on a besoin, on va sur ton site. Parce que je sais Absolument. que tu viens d'avoir un site. Rappelle-moi l'adresse du site. Rappelle aux internautes. Très simple. SibylleDenisTouat.com. Très simple. SibylleDenisTouat.com. Très facile. Et comme ça, il y a une partie dans le site où on peut t'écrire directement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Absolument. Alors, on te dit merci beaucoup. Et puis. C'est moi. C'est moi. À bientôt. À bientôt, Florence. Merci beaucoup. Merci. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Mesdames, Messieurs, c'était avec nous Sibylle Denis Touat, une touche à tout qui nous laisse
un message. Vivez vos passions. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui. Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui. Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.